Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur 8 Mont Blanc, je suis ravi, comme tous les soirs, de vous accueillir sur ce plateau, le plateau d'Accès Direct, 30 minutes pour s'informer et découvrir en Savoie Mont Blanc. Vous en avez désormais l'habitude, rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter pour nous poser directement vos questions ou vos commentaires avec le hashtag Accès Direct. Ce soir, je reçois Pierre Latuile du CETIM CETEDEC pour parler décolletage. Thomas Bray, le directeur général de l'Éco Savoie Mont Blanc, viendra nous présenter le nouveau numéro hors série. Et en fin d'émission, nous recevrons Dorothée Meyer de l'Atelier du Corps. Salut Pauline. Salut Seb. On te retrouve tout de suite après cette émission pour le journal. Alors ce soir, on va parler des Jeux paralympiques avec les skieurs de l'équipe Handiski. Oui, l'équipe de France. De l'équipe de France, exactement. Manu était hier du côté de Tignes, tout comme l'équipe de France, donc c'était l'occasion un petit peu de faire le point avec eux, même s'ils n'ont pas pu courir puisque la compétition a été annulée. On verra leurs objectifs pour ces Paralympiques et leurs objectifs, c'est de l'or, tout simplement. Et le début de saison, en tout cas, est très bon, donc on espère plein de médailles aussi paralympiques pour ces Jeux. Et puis une crèche, tu as dégoté une crèche un petit peu différente des autres, on va dire, sans mesure. C'est ça, alors c'est une garderie, garderie. Attention, on fait attention au terme, je me suis fait reprendre aussi ouais. quand je suis allée faire le sujet. C'est une garderie à l'heure, donc ça peut intéresser les parents, ça pourrait peut-être t'intéresser d'ailleurs, parce que c'est très pratique, parce que voilà, on peut faire garder son enfant à l'heure, 1 heure minimum, 4 heures maximum. Le but c'est quand les parents par exemple ont besoin de faire une course ou un rendez-vous médical, et puis voilà, cette garderie est là, ça s'appelle Happy Tipeee, et on la découvrira en fin de journal. On passe à la revue de presse avec... Encore une fois, une station, un village coupé du monde, comme on en a vu beaucoup ces derniers temps. Oui, il en reste, même si le plus gros des intempéries sont passés. Ça y est, on a enfin du soleil, mais c'est la station de Pradly qui est toujours coupée du monde en raison d'un éboulement qui s'est produit en fait sur la route départementale 328 au lieu-dit qui s'appelle la Ravine. Alors elle est accessible en ski via Sauman et ouverte en intégralité, mais les habitants commencent à trouver le temps long. La route pourrait rouvrir partiellement vendredi après-midi et laisser passer un convoyage de livraison attendu depuis lundi. Un couloir de terre impossible à stabiliser au pied duquel le département a lancé un chantier important de protection sur la route. Hier, le conseil départemental a assuré pourtant qu'il était trop tôt pour annoncer une date de réouverture complète. Ils disent tout est mis en œuvre pour que la route départementale puisse être réouverte dans les meilleurs délais, dans des conditions suffisantes de sécurité. Les habitants de la station de Pradly doivent donc prendre un petit peu leur mal en patience avant qu'ils soient plus coupés du monde. On leur souhaite bien du courage. C'est ça. Allergan qui va investir une très très grosse somme dans son site savoyard, oui, le géant mondial de l'esthétique médicale a annoncé mercredi un investissement de 48 millions d'euros du côté de Pringy afin d'augmenter de 40% ses capacités de production d'ici au second semestre 2020. Alors connu notamment pour sa toxine injectable, le fameux Botox, Allergan conçoit et fabrique à Pringy d'autres produits de comblement des rides. C'est destiné au monde entier. Le site compte plus de 320 salariés dont 40 chercheurs. Alors cet investissement devra permettre de passer le nombre d'unités produites sur place de 10 à 14 millions par an d'ici la fin de l'année 2020 et ces capacités supplémentaires pourraient permettre de créer une cinquantaine d'emplois d'ici 2020 et autant sur la période 2020-2024 ici à Pringy. Les produits de comblement de rides qui sont fabriqués à Pringy ont généré 867 millions de dollars de ventes en 2016 dans le monde entier et devraient dépasser le milliard de dollars en 2017. Une entreprise qui se porte bien chez nous, ça fait du bien, on va dire. Le chiffre qui donne un petit peu le tournis. C'est ça. Et puis toi Seb, on parle d'un appel de déneigeurs. Voilà, un appel à candidature assez original qu'on a trouvé sur la page Facebook du Refuge du Palais, qui a posté une série de photos assez impressionnantes où on distingue à peine le refuge enseveli sous des tonnes de neige. Et tout simplement, les gardiens du refuge ont lancé un appel à l'aide. Je cite, « Recherche bataillon musclé et motivé, genre chasseur alpin, dans la semaine du 19 au 24 février, pour déneiger les accès au refuge et permettre son ouverture le 27 février. L'appel est donc lancé. » Il y a l'air d'y avoir du boulot. Ouais, ils vont avoir du taf. Et puis un champion qui aide des pompiers. Oui, Alain Bernard, un champion olympique du 100 mètres, discipline reine de la natation sacrée à Pékin en 2008, était à Chambéry pour animer un stage de perfectionnement destiné aux pompiers, aux maîtres nageurs ou encore aux surveillants de piscine. Le nageur en a profité pour faire découvrir à ses élèves d'un jour les nouveaux outils utilisés pour l'entraînement des jeunes athlètes, des technologies qui peuvent s'appliquer au sauvetage. En parallèle de ses activités de consultant sportif, Alain Bernard fait la promotion de ces outils connectés dernière génération depuis maintenant 1 an. C'est un professeur qui a de la classe. Voilà. Merci Pauline, on se Merci, retrouve tout à l'heure. en fin d'émission pour les rappels des titres si tout va bien, si on tient le timing. Allez, c'est l'heure de passer à la rubrique l'invité du jour. Ce soir, je reçois Monsieur Pierre Latuile. Vous êtes le président du CETIM CETEDEC, le Centre technique de l'industrie du décolletage. Une précision avant toute chose, qu'est-ce qui se cache derrière ce sigle un petit peu compliqué? Alors, CETEDEC, comme vous l'avez cité, c'est le Centre technique
des métiers du décolletage. CETIM, c'est le centre technique des métiers de la mécanique. Depuis 3 ans maintenant, nous avons rapproché les 2 centres techniques. Le premier, donc, qui était basé à Cluses, qui s'adresse essentiellement aux industriels du décolletage, et le centre technique, le CETIM des industries de la mécanique, qui lui est basé à Senlis, qui est beaucoup plus gros, qui couvre la France entière. Nous avons rapproché les 2 centres techniques de façon à mieux mutualiser les travaux qui sont faits de part et d'autre. Alors vous êtes implanté à Cluses, au cœur de la vallée de l'Arve, où sont implantées environ 2/3 des entreprises françaises de décolletage. Quelle est votre principale vocation ? Alors, le centre technique a été construit il y a un peu plus de 50 ans sous l'impulsion d'un certain nombre d'industriels qui avaient compris déjà à l'époque qu'il fallait qu'on mutualise des travaux parce que tout seul, on n'avance pas beaucoup et c'est très compliqué. Donc cette mutualisation avait permis la création du centre technique, même côté du côté des mécaniciens. Et cette fois-ci, eh bien, on a l'envie de créer quelque chose d'un peu plus gros, d'un peu plus grand, qui va aller un peu plus loin, parce que il y a 50 ans en arrière, ça a été fait sur la base de ce dont les industriels avaient besoin à l'époque. Et aujourd'hui, le réseau, la technologie, les technologies, nos métiers ont évolué. On a besoin aussi de faire évoluer ces outils-là. Alors votre actualité, c'est un gros projet, un projet de futur technocentre de ressources et d'expertise industrielle. C'est exact. C'est-à-dire que on est sur un territoire extraordinaire, avec une densité d'industrie qui est assez peu équivalente en France. Il faut qu'on donne à ces industriels, qui sont de toute taille, mais plutôt de petite taille, les outils nécessaires pour se battre face à nos concurrents plutôt étrangers. Donc, nous avons besoin d'un centre de compétences, un centre d'expertise qui nous donne tous les outils dont nous avons besoin. Alors les travaux ont débuté le 13 décembre dernier à Cluses, sur le site même du CETEDEC. C'est ça. On avait plusieurs projets. Un des projets était éventuellement de le mettre un peu plus visible le long de l'autoroute, mais c'est des travaux qui allaient coûter quand même beaucoup plus cher. Je pense que c'était raisonnable de le resituer à l'endroit où le centre technique est aujourd'hui. Donc il y aura une partie des bâtiments qui vont être détruits, une autre partie qui va être rénovée et surtout une nouvelle construction qui va donner la place, les surfaces nécessaires pour installer tous ces nouveaux outils. Alors un projet d'un coût de 12 millions d'euros. On va souligner l'apport fondamental donc, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du département de la Haute-Savoie, de la communauté de communes Arve et Montagne, mais aussi l'État et l'Union européenne. C'est signe de l'importance du projet. Oui, tout à fait. Le fait que l'État et l'Union européenne se soient positionnés. Voilà, sur un projet de cette ampleur qui va bénéficier à quand même un territoire relativement important. On espère pouvoir rayonner sur l'ensemble au moins des 2 Savoies, mais voire un peu plus loin. Et avec le travail que l'on fait avec le CETIM, probablement qu'une bonne partie de l'expertise usinage va être plutôt développée sur le bassin clusien. Donc, effectivement, les financeurs à ce niveau-là viennent un petit peu de tous les horizons et on les en remercie. On a besoin d'eux. C'est un projet qui fait entre 12 et 13 millions et sans leur participation, c'était un petit peu compliqué de monter tout ça. Alors, les chiffres annoncés, j'ai lu, sont assez impressionnants. Hein. Près de 7000 m² de surface, 677 m² de laboratoire ou encore plus de 1000 m² de showroom. Vous avez décidé de voir très grand pour ce technocentre. Alors, c'est pas très grand, c'est suffisamment grand. Ce bâtiment va porter les travaux du centre technique, mais pas seulement. C'est-à-dire que dans ce bâtiment, on va y retrouver des partenaires avec lesquels nous travaillons couramment. Le SNDEC, donc c'est le syndicat du décolletage, qui est la profession qui porte le centre technique. Il y aura l'OSST, qui est l'Observatoire de la sous-traitance. Il y aura Alpej, qui est une association qui nous permet de développer des outils RH. Il y aura le pôle de compétitivité, qui est un outil aussi essentiel pour les industriels. Donc, tous ces partenaires vont se retrouver sur ce bâtiment et, on l'espère, vont pouvoir développer leur participation auprès des entreprises d'une manière encore plus importante qu'ils le font aujourd'hui. L'objectif avoué, c'est de devenir la référence mondiale en matière de décolletage. Oui, alors effectivement, en tout cas, décolletage et usinage, parce qu'on avait une dissociation assez forte entre mécaniciens et décolleteurs. Ce sont des métiers qui se sont fortement rapprochés et aujourd'hui, on travaille main dans la main. Beaucoup de décolleteurs
font de la mécanique et des mécaniciens font du décolletage. C'est de l'usinage d'une manière générale. Et à ce niveau-là, effectivement, on espère que le centre technique pourra être une vraie référence, au moins sur le territoire national et aussi à l'international. Est-ce que ça signifie que vous construisez ce technocentre parce que le décolletage et la vallée de l'Arve sont en déclin, ou c'est pour redonner un petit coup de boost? Ah non, non. Tout au contraire. On n'est surtout pas en déclin. Au contraire, on a une industrie fabuleuse qui a un dynamisme, une activité très très forte actuellement. Et au contraire, de façon à continuer à prospérer, Pour continuer voir encore plus grand. Ah, c'est le but, c'est le but. On a vraiment une industrie ici sur le territoire qui est extraordinaire. Donc, on a besoin de ces outils-là pour aller encore plus loin. J'imagine que vous serez bien entendu présent sur le CIMODEC au mois de mars pour présenter le projet. Alors, sur le CIMODEC qui est du 3 au 9 mars, nous aurons un stand CETIM CETEDEC plus SNDEC. Donc CETIM CETEDEC, le centre technique, SNDEC, le syndicat du décolletage, donc la profession. Nous aurons un stand sur lequel tous les jours à midi, nous saurons accueillir les industriels qui voudront bien venir nous rencontrer. On pourra leur expliquer le projet du technocentre. Et au travers d'une maquette et d'une présentation en réalité virtuelle, il y aura possibilité de visiter ce que sera le futur bâtiment. On n'a pas encore le nom, hein. Il devrait être dévoilé dans le premier semestre 2018. Effectivement, Technocentre, c'est un nom de projet. D'ici la fin février, normalement, nous devrions pouvoir révéler le nom que portera ce projet-là. Merci beaucoup, monsieur Lattuille. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Merci bien. Allez, nous sommes jeudi, c'est le moment de passer à notre revue de presse. Thomas Bray, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'Éco-Savoie-Mont-Blanc. Vous venez nous présenter votre dernier hors-série, le 6e panorama économique des domaines skiables pour l'année 2018. On le voit, on le présente. D'abord, avant de s'intéresser à ce numéro, c'est donc un numéro qui sort chaque année? Tout à fait. C'est un hors-série qui est dédié à l'univers de la montagne, à l'univers des domaines skiables et de la saison hivernale, en fait, avec des thématiques bien spécifiques. Et cette année, un numéro un peu plus chiadé que les années précédentes. Un numéro qui a été relooké dans sa maquette, de façon à être aussi dans l'air du temps, tout ce qui est moderne, tout ce qui est presque un look réseaux sociaux. Mais on est sur du papier, on est sur de la lecture. Alors, une première question assez simple et directe. Comment vont les stations françaises économiquement parlant? Elles vont bien, elles sont sur une concurrence effrénée, ça c'est clair. On le lit très bien à travers nos pages, mais pour autant, elles ne sont pas statiques. Donc elles réagissent, elles vont sur des fronts différents qui vont être des offres culturelles, qui vont être on voit peut-être, oui, avec une offre plus alléchante pour une fidélisation pour la clientèle. Donc c'est tous ces aspects qu'on met en avant à travers notre panorama des domaines skiables. On sait que la France est devenue en 2017 la 3e destination mondiale, derrière les États-Unis et l'Autriche. Est-ce qu'on connaît les principales raisons de ce retrait? Sans doute une fatuité. Alors de ce fait, il faut se remettre en question, et c'est ce que l'univers de la montagne fait aujourd'hui, avec, je vous disais, ces offres différenciées. Voilà. Quand on parle d'une concurrence, on est vraiment là-dessus. Et puis il y a aussi forcément la météo, même si cet hiver est très bon, la météo des trois derniers hivers n'était pas vraiment à la hauteur. Ouais. L'an dernier, je me souviens, on traitait de la thématique de l'absence de neige. Comment réagir face à cette année? Je crois qu'il faut traiter de la thématique du surplus de neige. Comment gérer le surplus de neige. Ouais. Alors, donc, vous l'avez dit, donc, plusieurs dossiers dans ce hors-série, j'en ai retenu quelques-uns. Tout d'abord, le prix des forfaits en hausse, qui souvent est malheureusement aux dépens des skieurs. Oui. Avec maintenant une vraie concurrence effrénée entre les stations aussi par rapport la bonne offre prix et puis prestation. Donc on sent bien que là, il y a compétition. Comment on peut enrayer cette hausse des tarifs? En tout cas, est-ce qu'il y a une volonté de la part des stations de plafonner les tarifs? Ces stations sont aussi dans des logiques d'investissement d'une année sur l'autre qui se retrouvent forcément dans le prix du forfait. Alors, on le voit bien parce que comme on retrace tout l'ensemble des panoramas des domaines skiables des Deux-Savoies, on voit bien que d'une année sur l'autre, ça investit toujours plus. On voit actuellement les inaugurations de nouveaux télésièges et autres. Il y a un moment, donc forcément, il faut mettre la main au porte-monnaie. Oui.
Vous avez aussi choisi de faire un focus, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, sur la diversification que proposent les stations à leurs clients. On est obligé maintenant, elles sont obligées maintenant de diversifier. On doit proposer autre chose que du ski. Oui, et ils peuvent plus se contenter de proposer la descente facile, la neige bien donnée. Il faut aussi aller vers des offres de festivals culturels. Il faut aller vers tous les équipements ludiques qui vont être spa, sauna, qui viennent en complément de la journée du skieur ou de la demi-journée ou de l'heure du skieur. Voilà. Et on sent que nos stations françaises ont compris ça et donc sont en mesure de proposer ce type de prestations plus. Le client basique, il a changé son mode de consommation au ski. Il va skier moins pour pouvoir faire d'autres choses à côté. Il va skier de manière plus choisie, mieux sentie. Il va être très à l'affût d'innovation. Il va être et c'est là-dessus qu'ils ont forcément axé leur offre. Alors, parmi les bonnes nouvelles, il y en a, le fait Oui. que le savoir-faire français en matière de montagne s'exporte de mieux en mieux. On pense tout de suite aux Jeux Olympiques de Pyeongchang et puis les Jeux Olympiques de Pékin, où on sait qu'une partie de la station va être conçue entièrement par des Français. Tout à fait. Avec une vraie force de frappe du milieu économique qui produit pour les stations. Le cluster montagne est un parfait révélateur de cette force de frappe au niveau des entreprises des deux Savoies qui sont présents au niveau mondial maintenant pour offrir leur savoir-faire ou pour le présenter, pour le vendre, leur savoir-faire. Donc on parle des remontées mécaniques, mais pas que. Il y a tout ce qui est innovation sur le matériel aussi des skieurs, où les Français sont très forts. Et puis on apprend aussi que la montagne française est en train de devenir le nouvel Eldorado des riches hommes d'affaires qui investissent dans la montagne. Qui investissent dans l'hôtellerie, oui, c'est un phénomène qu'on a mis en avant parce que ça reste un beau concept, les vacances en montagne. Et donc, même sur une clientèle, on va dire, plus aisée, il y a une offre à proposer. Donc il y a des vraies logiques d'investissement qui sont intéressantes. Le Club Med, quand il arrive en force avec un nouvel équipement sur nos massifs, le choix il est clair. Hein, ils envoient du lourd parce qu'il y a une clientèle qui est en face et qui est en attente de ça. Et comment on peut expliquer que ces dernières années, des riches hommes d'affaires aient choisi d'investir alors que ce n'était pas forcément le cas avant? Parce que ils ont su revaloriser l'offre de la montagne. Et quand on revalorise, la clientèle, elle suit. En quoi ce phénomène peut être bénéfique pour la montagne française dans sa globalité? Justement, par rapport à votre première question sur le phénomène de concurrence, elle peut gagner des parts de marché sur une offre premium, une offre plus cossue, pour un nouveau type de clientèle pour le coup. Alors dans ce panorama, on peut trouver aussi une interview de Vincent Rolland, interview très intéressante sur la Compagnie des Alpes, dossier un petit peu épineux en ce moment, Oui. qui fait beaucoup parler en tout cas. Oui, ça fait parler parce qu'il y a les Chinois. Il y a les pour et les contre. Oui, les Chinois ont formulé le souhait d'entrer dans le capital de la Compagnie des Alpes. La classe politique s'interpose. On peut s'interroger combien de temps pourra-t-elle s'interposer face à une politique là aussi, de pénétration de marché que peut avoir la Compagnie des Alpes à l'étranger. Donc c'est bien d'avoir aussi un complément de capital. C'est vrai que ça paraît compliqué de se passer de la Chine. D'un renfort dans le capital, oui, ça paraît compliqué aujourd'hui, même sur des univers qui paraissent pas exportables parce qu'on est sur nos montagnes, mais il y a le savoir-faire, il y a toute la possibilité d'exporter ce savoir-faire qui peut être intéressant. Et puis à la fin de ce hors-série, il y a toute une partie avec un grand dossier d'explication sur les différents domaines de Savoie-Mont-Blanc, avec une fiche d'identité sur chaque domaine, chaque station. Ça a dû être un gros travail Oui. d'apothicaire pour aller chercher toutes ces informations. Oui, un travail de sondage, d'enquête, et de façon justement à démontrer toute cette logique d'investissement qui d'une année sur l'autre est intéressante à analyser. Parce qu'on voit que les stations ne sont pas statiques. Elles ne se contentent pas d'attendre le client d'une année sur l'autre sans bouger. C'est là où c'est intéressant. Dernière chose, Thomas Bray, est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir, pour les montagnes françaises? Oui. Oui, il faut sortir de la torpeur, il n'y aura plus de neige, je crois. Je suis confiant parce que justement, les offres se diversifient autour de la neige. Merci beaucoup. Merci On se à retrouve vous. bientôt.
Allez, direction Léger à présent pour avoir des nouvelles de la station des Portes du Soleil. Tout d'abord, un petit coup d'œil sur la webcam du jour où on peut se rendre compte qu'il a fait. On voit qu'il y a quand même du soleil. Il fait beau, il y a du soleil. Alors, on est en ligne avec David Chabanal, le directeur de l'Office du tourisme DG. David, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, comment se passe ce mois de janvier du côté DG? Bon, un peu comme dans toute la Savoie-Mont-Blanc, on a eu des épisodes météo un petit peu capricieux, mais globalement, on est très content. Le paysage est au blanc, la montagne vraiment avec une belle épaisseur de neige et on poursuit week-end après week-end et ma foi, c'est une saison qui se présente bien. Au niveau de l'enneigement, justement, vous l'avez dit, vous en êtes où? Alors là, j'ai fait le point là, sur notre niveau intermédiaire, là, 1500 mètres environ, sur le Mont Chéry. On a dépassé là, depuis déjà une bonne semaine, donc on va dire à la mi-janvier à peine, le total du cumul de l'année de la saison précédente. Donc à savoir, on est à 4,10 m en cumulé, là, se relever à 1500 mètres, sachant que l'année dernière, il y avait eu 3 mètres, 3,50 m. Et on est juste le 25 janvier. Donc il y a encore de bons jours. Le domaine skiable est-il entièrement accessible chez vous? Voilà, le domaine skiable est accessible en totalité. Les deux versants, dont le Mont Chéry avec son fameux panorama sur le Mont Blanc. Et puis bien sûr, les liaisons et le grand circuit exceptionnel des Portes du Soleil avec Morzine, Avoria, Châtel et le versant suisse. Quels sont les prochains temps forts pour cet hiver? Alors les grands rendez-vous, on a beaucoup d'animations et d'événements sur les jets, c'est un peu notre marque de fabrique. Mais je citerai en particulier le clin d'œil aux amoureux, avec I Love Mont Chéry. Donc Mont Chéry, c'est le nom d'une de nos montagnes, hein, très panoramique comme je le disais. Et c'est une occasion un peu exceptionnelle de faire une montée en télécabine, un apéritif en amoureux et un repas romantique en altitude. Et bien sûr, on redescend le couple, hein, c'est quand même mieux de revenir à la station. Donc ça, c'est le mercredi 14 février, le jour de la Saint-Valentin, ça va de soi. Et puis sinon, il faut bien sûr citer notre ski color. Une descente de piste avec des poutres de couleurs, comme ça se fait en ville avec des grands rassemblements, mais ici c'est sur piste, c'est assez unique et on se retrouve à mi-pente pour un très gros DJ set et pour mettre le feu, mettre la couleur là encore, toujours avec la belle vue sur le Mont Blanc. Donc ça sera à la fin des vacances d'hiver, de février, au 10 mars, le samedi 10 mars. Donc c'est vrai que c'est pratique et sympa pour les gens de la vallée de monter aussi dans la station le samedi en question. Rendez-vous le 10 mars. Et puis sinon, Auget, qui est village d'accueil, comme dans toutes les Portes du Soleil, cette année, de nouveau, le rendez-vous Rock the Piste, ambiance de feu, avec les grands concerts d'altitude. Les jets, ça sera le jeudi 22 mars. D'accord, merci beaucoup David, bonne fin de saison. Merci à bien. Très bientôt, Auget. Allez, place à notre rubrique On en parle pour aller jusqu'à la fin de cette émission. Dorothée Meyer, bonsoir. Bonsoir. Alors, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes thérapeute. Oui. Et vous venez d'ouvrir l'atelier du corps, un nouvel espace de bien-être. Exactement. En quoi est-ce que ça consiste? Alors l'atelier du corps, en fait, c'est justement né de mon métier. Je suis thérapeute posturale, donc je travaille dans la rééducation posturale depuis des années. Et j'ai observé qu'à force d'apprendre aux gens à mieux se tenir, à comprendre leur posture, à comprendre le mécanisme du corps, eh bien, ils avaient moins de soucis, moins de douleurs, moins de pathologies chroniques. Et donc, j'ai voulu monter cette salle dans laquelle on peut trouver des cours qui vont vraiment vous apprendre à avoir une meilleure conscience de votre corps, à comprendre comment le corps humain fonctionne, comment avoir une meilleure posture et du coup moins se blesser. Ça répond à une demande particulière? Ça répond à une demande, oui, je pense, de bien-être et surtout de comprendre le fonctionnement du corps. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de choses dans la vie, on apprend à conduire une voiture, ça vous paraît logique. Le corps humain, personne ne vous apprend à comprendre comment fonctionne votre dos, comment bien se tenir assis, comment se tenir debout sans avoir mal aux genoux ou aux lombaires. Et du coup, oui, la demande, je pense, est là pour avoir moins de pathologies chroniques et moins de soucis, être plus performant dans un sport, si vous voulez faire du sport, ou juste au quotidien, au bureau, assis au bureau. Justement, pour des personnes comme nous, journalistes qui passons beaucoup de temps devant un ordinateur, assis, est-ce que vous avez des petits conseils pour bien se positionner? Bien sûr, mais la position assise, c'est la grande catastrophe de notre siècle. C'est la pire? C'est la pire parce que le corps humain n'est pas fait pour être assis sur une chaise ni sur un canapé. Aussi beau même s'il est très beau. Même s'il est très joli, justement, le corps humain est fait pour être accroupi.
Donc pour bien s'asseoir, finalement, il faut éviter d'être avachi et d'être assis sur nos fesses. Parce qu'à ce moment-là, le bassin ne tient plus rien et du coup, toute la colonne se retrouve complètement incurvée vers l'avant, avec la tête qui pend. Et si en plus, vous faites un travail d'ordinateur avec vos bras, vous êtes sûr de vous mettre des tensions de partout. Donc ce qu'il faut tout bêtement, c'est s'asseoir sur les ischions, qui sont les petits os qu'on sent quand on est sur un banc un petit peu rigide. Et de ce point de vue-là, votre bassin va être mieux placé, donc toute la colonne va mieux se placer, et un peu comme les fondations d'un immeuble. Si on commence un peu de travers et qu'on se dit que ça ne se voit pas, Au bout d'un moment. et au bout d'un moment, il va y avoir des fissures aux étages et ça viendra du sous-sol. Là, c'est votre bassin qui va vous tenir et qui va faire que la posture complète va aller mieux, que ça va dégager vos épaules, votre nuque, et ce sera moins compliqué, même si l'ordinateur n'est pas du tout fait pour le corps humain non plus. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ça, en fait, le souci, c'est qu'on est obligé de s'adapter à du mobilier pour lequel on n'est pas conçu. Donc en ayant une meilleure conscience de ce qu'on peut faire de son corps et comprendre comment jouer avec, on va forcément moins se blesser et moins se créer de troubles et de tensions. Alors vous n'êtes pas seul à l'atelier du corps, vous êtes accompagné de plusieurs professionnels du bien-être. D'où ils viennent vos collaborateurs? Alors je l'ai choisi. Pour l'instant, les gens m'ont contacté, donc j'ai plusieurs enseignants et j'essaye de trouver des enseignants qui vont avoir cette envie aussi d'expliquer à leurs élèves, d'être vraiment dans la pédagogie. Ce sont des petits groupes de travail et de décortiquer leur activité. Donc pour le moment, il y a des cours de sophrologie et de la relaxation, pour faire très simple. Des cours de Qigong, c'est un art ancestral chinois qui travaille sur le corps, sur l'énergétique. Plusieurs sortes de cours de yoga, aussi bien des cours de yoga pour les femmes enceintes, des cours de yoga très relaxants ou beaucoup plus dynamiques, ou des cours de yoga pour hommes et pour les couples d'ailleurs qui va bientôt s'ouvrir. Et puis il y a des cours de pilates, ça c'est du renforcement postural assez profond, et moi je donne des cours de gymnastique posturale justement où on apprend à bien se tenir. On apprend à bien, c'est pas que bien se tenir, c'est vraiment comprendre comment on fonctionne pour optimiser la machine qu'est le corps. Comment on peut expliquer que tout ce qui est en rapport avec le bien-être marche autant ces derniers temps? On a l'impression qu'il y a un vrai boom depuis quelques années. La preuve, vous vous lancez dans... Oui, alors je me lance, non, moi ça fait mais quand en tout même cas, des par années rapport à que cette je le fais. activité Je pense que les gens ont envie d'un petit peu comprendre comment ils fonctionnent et pas se laisser uniquement guider chez le médecin et d'arriver avec une pathologie qui revient, des lumbagos chroniques, des torticolis chroniques, des tendinites, beaucoup de choses qui viennent malheureusement dans notre culture du fait qu'on est assis, qu'on tapote sur des écrans toute la journée, et du coup on se crée forcément des soucis. Donc les gens ont envie de comprendre et pas juste subir ce corps, et puis aussi je pense que les retraités sont encore hyper sportifs, ont envie de profiter de plein de choses et n'ont pas envie d'être perclus d'arthrose à 68 ans malheureusement pour la retraite. Mais... Qui sont les personnes qui viennent vous voir? Ils viennent de quels horizons? Alors, j'ai toutes sortes de personnes. Il y a des sportifs de haut niveau qui sont intéressés justement pour arriver à décortiquer un petit peu plus leurs mouvements et être plus performants dans leur sport. Il y a des gens comme vous et moi, il y a des enfants, on a des tout petits qui peuvent venir aussi sur certains cours. Il y a des femmes enceintes, des personnes âgées qui ont envie justement de s'entretenir et de repousser au maximum les douleurs d'arthrose. Voilà, ce sont toujours des petits groupes où on peut trouver... on va dire pas tous les âges dans le même groupe, mais tout type de personnes, qu'ils soient sportifs ou non, tout le monde a un corps à travailler, donc c'est toujours intéressant de travailler avec tout type de patients et d'élèves. Donc si on est intéressé, rendez-vous sur votre site internet. Voilà, c'est ça. Vous êtes situé à Annecy? Voilà, place de la Mandalase, c'est un quartier plus très connu d'Annecy, qui bougeait beaucoup à l'époque, mais... qui est entre la gare et la rue Sainte-Claire, derrière. Merci beaucoup en tout cas. Merci Dorothée, bonne continuation. Longue vie à l'atelier du corps. Merci. Merci. Pauline est de retour. Pour le rappel des titres, Pauline, on va parler de l'équipe de France
de handiski qui nourrit de grosses ambitions pour les Jeux paralympiques de Pyeongchang au mois de mars. Ouais, ils étaient du côté de Tignes hier. Emmanuel Jaude les a rencontrés. Effectivement, l'objectif, c'est l'or et uniquement l'or pour les Jeux paralympiques qui auront lieu à partir du 9 mars, si je ne me trompe pas. Donc Emmanuel Jaude les a rencontrés. Des petits entretiens sympas à découvrir en début de journal. Et puis une garderie assez originale. Une garderie à l'heure. Donc ça pourra peut-être sauver certains parents qui ont des courses à faire, qui ont un rendez-vous médical de 1h à 4h. Ça s'appelle Happy Tipeee. Et pareil, à découvrir à la fin du journal. Merci Pauline, on te retrouve tout de suite. C'est fini pour ce soir. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Merci à toute l'équipe, bien entendu, qui m'a aidé pour cette émission. Demain, pour la dernière de la semaine, je recevrai entre autres Bernard Maugenet, le président de la FDSEA des Savoies, pour parler agriculture. Très très bonne soirée sur 8 Mont Blanc.